Bonsoir, si vous voulez bien nous suivre à l'étage, s'il vous plaît. Le 5 mai 1909, par dépêche de votre envoyé spécial, Georges Bourdon. L'arrivée de l'escadre russe qui portait l'empereur Nicolas et l'impératrice Alexandra Féodorovna fut un spectacle d'une prestigieuse magnificence. Ce spectacle se développa dans son harmonieuse ordonnance avec une ampleur majestueuse. Il eut pour cadre les lignes allongées et basses de l'imposante rade de Cherbourg. Pour fond, la longue jetée qui, ouverte à deux extrémités, se déploie en travers, et pour acteurs, les plus beaux d'entre les vaisseaux de la flotte française et quelques remarquables bâtiments de la flotte russe. Un personnage essentiel fut aussi le soleil, qui, lent à se lever, se décida néanmoins vers midi à jeter son manteau d'or et de pierreries sur le flot frémissant. C'est cet après-midi à 2 heures que des fumées noires, au-dessus de l'horizon, nous annoncèrent l'arrivée du Standard, rapidement enlevé à la vitesse de 15 nœuds. Il fut bientôt sur nous qui l'attendions à l'entrée de la rade. Il salua la terre, qui lui rendit, et il nous apparut tout noir, avec ses cheminées claires, élégants, sveltes, puissants, fendant le flot avec une sûreté de conquérant. Des contre-torpilleurs français qui le guettaient aux approches de la rade l'escortaient en tête et sur les côtés, prêts à se ranger immobile soudain pour former une infranchissable barrière et lui faire une garde d'honneur au moment de son arrivée. Il alla s'embosser derrière une jetée où l'attendait déjà le Galilée, sur lequel avait pris place Monsieur Fabière un peu après 1 heure. Comme il en approchait, et au moment même où le Standard franchissait la passe, le tsar apparut, debout sur la passerelle du commandement. Bientôt, il aperçut Monsieur Fabière, qui se tenait sous une tente disposée au centre du Galilée. L'un et l'autre, à plusieurs reprises, se saluèrent de la main, de la casquette, du chapeau. Le tsar, en uniforme amiral, l'attendait au haut de l'escalier de la coupée. Je sus qu'il souriait avec la grâce affable que les Parisiens lui connaissent, et qu'il n'attendit point que M. Fallières eût franchi les dernières marches pour lui tendre la main et l'aider à achever son ascension. Le premier contact du souverain et du président fut empreint de la cordialité la plus vive, mais dès qu'ils se furent mutuellement présentés les personnages dont ils étaient accompagnés, le tsar entraîna son hôte vers le salon où se tenait l'impératrice. Elle accueillit M. Fallières avec un empressement aimable et cette douceur mélancolique qui donna à son visage un charme si séduisant. M. Fallières lui apportait des fleurs. C'étaient de belles fleurs, des orchidées enfermées dans une corbeille, avec un écusson peint sur soie, et tout autour de la corbeille courait une brodure de gui en tissu d'or. Cette corbeille, préparée par Mme Chenier, fleuriste de la présidence, était le témoignage de la pensée présente de Mme Fallières, qui en avait surveillé elle-même l'arrangement, et au nom de qui le président de la République les remit à son impériale hôtesse. Monsieur Fallières avait aussi pensé à l'enfant impérial, et il avait pour lui les mains pleines de cadeaux. Au petit tsarevitch Alexis, une belle panoplie de 12 fusils de modèles différents et un tambour. Le président de la République avait apporté aussi pour la grande duchesse Olga une ravissante garniture de bureau en vermeil et émail turquoise, avec incrustation de rubis cabochons et un monogramme gravé et surmonté de la couronne impériale de Russie. Cette garniture de goût artistique
paix et est signé Maquet. Le tsarevitch, incontinent, fit l'essai de ses 12 fusils et un peu plus tard, on put le voir s'amuser follement sous la garde d'un matelot qui ne le quitte jamais. Cependant, le programme de la journée ne permettait point que l'on s'attardât en longs compliments et, prenant congé de l'impératrice, le président quitta le Standard, accompagné cette fois du tsar, avec qui il se dirigea vers le Galilet. Dès lors commença la revue. Sous la tente à franges rouges du Galilet, avec Monsieur Falière et l'empereur Nicolas, se tenaient les ministres Monsieur de Melidov, l'ambassadeur de Russie en France, qui, dès l'arrivée du Standard, avait rejoint son souverain, le prince Viazemski et Monsieur A. de Melidov, secrétaire et attaché à l'ambassade, le capitaine Pogouliaïev, attaché naval, puis Monsieur Izvolski, le comte de Bekandorf, le prince Bielosevski, l'amiral Nilov, le comte Drikov, Monsieur de Bekandorf, Monsieur Mosolov, le colonel Prince Orlov, l'amiral Touchard et le général Damad, puis Monsieur Armand Mollard, Marc Varenne, De Fouquier, Ramondou, Aignon, de qui, en toutes ces circonstances, l'attentive prévoyance et l'activité aimable se multiplient avec tant de bonheur. Le Galilet allait lentement. L'encadrement des torpilleurs lui faisait une haie. Et derrière le suivait une gracieuse et redoutable escorte de 4 sous-marins, dont l'équipage était debout sur le pont. Ce beau cortège défilant avec majesté entre les navires français reçut successivement le salut de la gloire, du Petit Thouars, de V. Aube, du Goyaillon, de la Marseillaise, de Y. Ernest Renan, de la démocratie, de la République, de la liberté, de la patrie, de la justice et du friand. Pendant ce temps, le Standard avait directement gagné son mouillage, enfermé au centre d'un pentagone formé par le Léon Gambetta, la patrie, la justice, l'égalité, la vérité et une ligne de contre-torpilleurs. Non loin de lui se trouve l'étoile polaire et nul bateau ne peut quitter le port sans se faire préalablement reconnaître par le buffle, placé en sentinelle et qui, depuis plusieurs jours, était amarré au corps mort destiné au Standard. La revue finie, le président reconduisit d'abord le tsar, qui bientôt lui rendit sa visite à bord de la vérité tout à l'heure. Je suis monté sur le bateau présidentiel et l'obligeance de Monsieur Mollard me permit de voir les préparatifs du dîner. Le soir tombe et le dîner s'apprête. Tout à l'heure, une fête de nuit illuminera la rade. Que Cherbourg soit heureux. Un beau ciel a favorisé les heures solennelles que nous vivons. Georges Bourdon. Et maintenant, messieurs, dames, Des sous, non, je n'ai pas de liasse. Vous pouvez avoir encore un petit peu de place par ici? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Vous pouvez avoir encore un petit peu de place? je vous demande d'accueillir ce soir, à Cherbourg, le tsar, l'impératrice Alexandra Fyodorovna et le tsarevitch Alexis.
Je vais vous demander maintenant de prendre place à l'appel de votre nom, s'il vous plaît. Monsieur et Madame de Gatteville. Voilà, s'il vous plaît. Famille Ratonplat. Monsieur et Madame de la Tourbière. Monsieur et Madame Maquet. Vice-amiral des Palanques et leurs 5 nièces. Voilà, les 5 filles. Voilà. Très bien. Sire, j'éprouve une joie sincère à souhaiter la bienvenue à votre Majesté et à Sa Majesté l'impératrice à l'occasion du 3e voyage que, depuis leur couronnement, elles font dans notre pays. La France et son gouvernement vous ont, sire, une profonde gratitude pour les marques de fidèle sympathie et d'inaltérable amitié qui leur viennent de votre Majesté. Votre présence aujourd'hui dans le port de Cherbourg en est un nouveau témoignage. Elle apporte à l'alliance qui unit nos deux gouvernements et nos deux nations, et qui est justement considérée comme une garantie de paix dans le monde, une consécration qui permet d'obtenir d'elle, dans l'avenir, des effets non moins heureux que ceux qu'elle a produits dans le passé. En exprimant le sentiment d'attachement que la France porte à la Russie, je lève mon verre à vos majestés et à Sa Majesté l'impératrice Maria Féodorovna et à toute la famille impériale. Je bois à la grandeur et à la prospérité de l'Empire russe, ami et allié de la République française. Et maintenant, l'hymne russe. Mademoiselle Bruybeck, les paroles de bienvenue que vous venez de prononcer nous ont profondément touchés, l'impératrice et moi. C'est chaque fois avec un sentiment sincère de plaisir que j'aborde les côtes de la France. Le souvenir de mes précédents séjours dans votre beau pays reste gravé dans ma mémoire. Outre les chaleureuses sympathies que je nourris personnellement à l'égard de la France, je demeure comme vous fermement convaincu
entre nos deux pays constitue une précieuse garantie pour la paix générale et que les liens d'amitié étroits entre la Russie et la France continueront à l'avenir, comme par le passé, à faire ressentir leurs bienfaisants effets. Animé de ce sentiment de cordialité et de constance inaltérable, partagé par la Russie entière, je lève mon verre à vous, mademoiselle Brickbeck. Je bois à la grandeur de la France, alliés et amis, et je bois à la prospérité de la vaillante marine française, à la vôtre, madame la mère, à celle de la France entière. На здоровье. Все будет хорошо. J'ai l'honneur de présenter à vos majestés ces jeunes filles qui appartiennent aux plus notables familles de l'industrie cherbourgeoise. Nous, qui sommes de simples femmes, unissons nos vœux précurseurs à tout ce fier concert des âmes, au nom des mères et des sœurs. Mesdames et messieurs, je vous demande de bien vouloir vous asseoir. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Mounet Sully. Très illustre empereur, fils d'Alexandre III, la France, pour souhaiter ta grande bienvenue, dans la langue des dieux par ma voix de salut, car le poète seul peut tutoyer les rois. Et vous qui près de lui, madame, à cette fête, pouviez seul donner la suprême beauté, souffrez que je salue en votre majesté la divine douceur de votre grâce est faite. Voici, Cherbourg, pour vous les acclamations montant de la cité riante et pavoisée, qui partout du palais jusqu'à l'humble croisée unit les trois couleurs de nos deux nations. Tel ton père fut, sois fort et sois humain. Garde au fourreau l'épée illustrement trempée, et guerrier pacifique appuyé sur l'épée tsar. Regarde tourner le globe dans ta main. Le geste impérial en maintient l'équilibre. Ton bras, doublement fort, n'en est point fatigué, car Alexandre, avec l'Empire, t'a légué l'honneur d'avoir conquis l'amour d'un peuple libre. Oui, ton père a lié d'un lien fraternel la France et la Russie dans la même espérance. Tsar! Écoute, aujourd'hui la Russie et la France bénirent avec le tien le saint nom paternel. Achève donc son œuvre, héritier de sa gloire. De ta loyale main, prends l'outil vierge encore, étale le mortier sous la truelle d'or, frappe avec le marteau d'acier, d'or et d'ivoire. Viens! Puisse l'avenir t'imposer à jamais le surnom glorieux de ton ancêtre Pierre, noble empereur qui va sceller la grande pierre, granit inébranlable, où siégera la paix. À la sainte et forte Russie, sous le clair rayon du ciel bleu, la France à jamais s'associe pour les grandes œuvres des dieux. Et maintenant, une valse.
Au cours de sa dernière représentation de la Dame aux Camélias, elle dut revenir saluer 14 fois. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sarah Bernard. Dans cet asile calme où le culte des lettres nous fut fidèlement transmis par les vieux maîtres, ainsi que le flambeau de l'antique coureur, en ce foyer, dans cette atmosphère sereine, bienvenue à la jeune et noble souveraine, bienvenue au noble empereur. Votre chère présence est partout acclamée par l'imposante voix du peuple et de l'armée, émue de sentiments profonds et solennels, et sur la foule heureuse et de respect saisie, vous voyez les couleurs de France et de Russie palpiter remplies fraternelles. Tous les vœux des Français vont, sire, au fils auguste du magnanime tsar d'Alexandre le Juste, car en vous, son esprit pacifique est vivant. Vous, madame, devant vos yeux purs et sincères, dans les groupes charmés, vous entendez les mères vous bénir, vous et votre enfant. Après, bien à regret, l'heure sitôt s'écoule. Nous vous rendrons tous deux à l'amour de la foule, au grand Cherbourg, offrant son âme et sa clameur, car vous êtes portés, comme a dit un poète, en triomphe sur tous les cœurs. Dans leur impérial séjour, notre hôte illustre et s'accompagne d'un rayon de gloire et d'amour. Il nous fait le plaisir d'être parmi nous ce soir. Giuseppe Baldrini et son pianiste Wolfgang von Schmühlen. Lubił cię ja, Pietro Parleni! Lubił twój stragi strani! Nie wydержал mnie Чечени, береговой ее гранит. Bravo! Там! Где тень? Где сладкузный кисть? Там на груди ее придесной, пока я там не люблю, я счастлив. Александр Сергеевич Пушкин. Господи, дай же всем понемногу и не забудь про меня. Chaque fois que j'y monte, je regrette.
Félix n'avait pas tort, il mérite son sort. Sans écouter le reste, loin du séjour céleste, moi jeune fille. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi qu'elle m'a resté chez moi. Sur les monts fernis au ciel bleu, je commande à toute une armée de noirs géants mettent du feu au sein de la grande fumée. Comme voilà-haut, je suis Dieu. Méchis vos gens y honte, chaque fois que j'y monte, j'enrage de me voir si fort et si loin. Mon aspect vous fait lire, et tout bas j'entends dire. Félix n'avait pas tort, il mérite son sort. Sans écouter le reste, loin du séjour céleste, moi jeune fille. Voilà pourquoi, voilà pourquoi, voilà pourquoi je vais rester chez moi. Mesdames et messieurs, pour nous remettre de toutes ces
n'apporte ses saluts. Au seuil du palais vaste où je ne brille plus, il sied que dans tes yeux mon soleil les lurangue. Oh, 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 depuis que la tombe a refroidi les eaux, j'ai longtemps médité sur l'emploi des héros et n'importune pas de ma science amère un prince que son sang nous convie à fêter. Pour bien faire, il n'a pas de maître à souhaiter. J'ai déjà reconnu son modèle en son père. La sagesse léguée a pris racine en lui, et la fleur en est douce à cueillir aujourd'hui. Nymphe reçoit donc le son de sa nature, sois tendre à sa compagne, offrande de leur enfant, pose au nom de la France un baiser triomphant, et que la foi jurée au cœur se perpétue. Bravo! Merci! Une soirée perdue d'Alfred de Musset. Pourquoi Musset? Parce que sa poésie est une causerie où palpite son âme. Avec les mots de tous les jours, il parle délicieusement des joies et des souffrances de la vie, mais il en parle en rêvant. Et que la vie est belle à travers son rêve. Pourquoi j'aime Musset? Parce qu'il y a en lui, il y a tout. Tout dans lui. Du Voltaire, du Byron, du Hugo, du Lamartine, du La Fontaine, du Mathurin Régnier, des échos de Virgile et des flammes de Dante. Oh. J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français. Ou presque seul, l'auteur n'avait pas grand succès. Ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Grâce à Dieu, nos auteurs ont changé de méthode et nous aimons bien mieux quelques drames à la mode où l'intrigue, enlacée et roulée en feston, tourne comme un rébus autour d'un mirliton. J'écoutais cependant cette simple harmonie, et comme le bon sens fait parler le génie, j'admirais que l'amour pour l'âpre vérité eût cet homme si fier en sa naïveté. Quel grand et vrai savoir des choses de ce monde! Quelle malgaieté si triste et si profonde que lorsqu'on vient d'en rire, on devrait en pleurer. Et je me demandais, est-ce assez d'admirer? Est-ce assez de venir un soir par aventure, d'entendre au fond de l'âme un cri de la nature, d'essuyer une larme et de partir ainsi, quoi qu'on fasse d'ailleurs, sans en prendre souci? Au fond, c'est que j'étais dans cette rêverie, ça et là, toutefois, lorgnant la galerie, je vis que devant moi se balançait gaiement, sous une tresse noire, un cou svelte et charmant. Et, voyant cette ébène enchâssée dans l'ivoire, un vers d'André Chénier chanta en ma mémoire. Un vers presque inconnu, refrain inachevé, frais comme le hasard,
moins écrit que rêvé. J'osais m'en souvenir, même devant Molière. Sa grande ombre à coup sûr ne s'en offensa pas, et tout en écoutant, je murmurais tout bas, regardant cet enfant qui ne s'en doutait guère, sous votre aimable tête, un cou blanc, délicat, se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Puis je songeais encore, ainsi va la pensée, que l'antique franchise à ce point délaissée avec notre finesse et notre esprit moqueur ferait croire après tout que nous manquons de cœur. Mais c'était une triste et honteuse misère que cette solitude à l'entour de Molière, et qu'il est pourtant temps, comme dit la chanson, de sortir de ce siècle, ou d'en avoir raison. Car à quoi comparer cette scène embourbée et l'effroyable honte où la muse est tombée? La lâcheté nous bride, et les sots en disant que sous ce vieux soleil, tout est fait à présent, comme si les travers de la famille humaine ne rajeunissaient pas chaque an, chaque semaine. Notre siècle a ses mœurs. Partant, sa vérité, celui qui l'ose dire est toujours écouté. Ah! J'oserais parler si je croyais bien dire. J'oserais ramasser le fouet de la satire et l'habiller de noir, cet homme au ruban vert qui se fâchait jadis pour quelques mauvais vers. S'il rentrait aujourd'hui dans Paris, la grande ville, il y trouverait mieux pour émouvoir sa bile qu'une méchante femme et qu'un méchant sonnet. Nous avons autre chose à mettre au cabinet. Oh, notre maître à tous. Si ta tombe est fermée, laisse-moi dans ta cendre un instant ranimer, trouver une étincelle et je vais t'imiter. J'en aurais fait assez si je puis le tenter. Apprends-moi de quel ton, dans ta bouche hardie, parlait la vérité, ta seule passion. Et pour me faire entendre, à défaut du génie, j'en aurai le courage et l'indignation. Ainsi, je caressais une folle chimère. Devant moi, cependant à côté de sa mère, l'enfant restait toujours. Et le cou svet et blanc sous les longs cheveux noirs se versait mollement. Le spectacle fini, la charmante inconnue se leva. Le beau cou, l'épaule à demi nue se voilèrent. La main glissa dans le manchon et lorsque je la vis au seuil de sa maison s'enfuir, je m'aperçus que je l'avais suivi. Hélas, mon cher ami, c'est là toute ma vie. Pendant que mon esprit cherchait sa volonté, mon corps savait la sienne et suivait la beauté. Et quand je m'éveillais de cette rêverie, il ne m'en restait plus que l'image chérie, sous votre aimable tête, un cou blanc délicat se plie, et de la neige effacerait l'éclat. Votre Majesté, Sa Majesté l'impératrice, le Tsarevitch, je vous demande de bien vouloir me suivre au salon.
bien non, je ne m'en vais pas. Ah, Ce que vous me demandez n'est pas raisonnable. mais cher, si c'était raisonnable, je n'aurais pas besoin de vous le demander. Vous le feriez tout naturellement. Nous sommes... Tenez, quelle que soit la personne qui vient d'entrer, voulez-vous que nous la fassions juge entre vous et moi? Attendez d'abord que je sache qui c'est. C'est ce cher Croisille. Madame, toujours baron. Oui, je veux bien que lui soit juge. Voici ce qui se passe, mon cher ami. Ma femme me demande de m'en aller et de ne pas rentrer avant 5 heures. 4h30 si vous voulez. À 4h30, vous pourrez revenir. Moi, naturellement, je demande le pourquoi. Elle me répond que d'ici à 5 heures, que d'ici à 4h30, elle a quelque chose à faire. Et que ce quelque chose, elle ne veut pas me le dire parce que je ne dois pas le savoir. Là-dessus, j'hésite à m'en aller. Vous hésitez. Énormément. La baronne me le reproche et soutient que je devrais être déjà parti. Nous vous demandons d'être juge entre nous. Allez-vous-en. Vous dites, Allez-vous-en tout de suite. c'est là votre jugement? Sans appel. Eh bien, je ne m'attendais pas. Je vous croyais mon ami. Ah, mais certainement, je suis votre ami. Mais la justice avant. C'est madame. Je dois m'en aller alors. Mais oui. Dites-moi au moins. Non, mon ami, je ne peux pas vous dire. Puisque madame ne peut pas vous dire. Quoi? Bien. Allons-nous-en. Comment allons-nous-en? Non, lui, je le garde. Ah! Oui, C'est moi tout seul qui dois m'en aller alors. sans doute. Parce que vous avez à faire quelque chose que vous ne voulez pas me dire, parce que je ne dois pas le savoir. C'est cela même. Et je pourrais revenir à 4 heures. 4h30, pas avant 4h30. Je m'en vais. Je m'en vais. Ah, c'est bien. Embrassez-moi. Ça vaut bien ça. Et revenez à 4h15. Vous voulez. Oh, cher. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous vous êtes mis en tête? Moi, rien du tout. Si fait, je suis sûre que vous vous êtes imaginé que si je renvoyais le baron, c'était pour rester seule avec vous. Moi, c'est Ce n'est pas pour ça! Du tout! Vous aussi, vous allez partir. Mais avant que vous partiez, je veux bien vous dire à vous pourquoi j'ai besoin de rester seule pendant 2 heures. Jamais je n'aurais osé le dire au baron. Je le respecte trop pour cela. Tandis que moi, Cela vous fâche? cela ne me fâche pas précisément. Dites-moi que vous m'aimez. Je veux bien. Dites-moi que vous n'aimez que moi, que ni maintenant ni jamais vous n'aimerez une autre femme que moi. Ni maintenant, ni jamais, je n'aimerai une autre femme. Oh, vous le dites bien. C'est ce que je pense. Dites encore que tout en m'aimant, vous savez parfaitement que vous n'avez rien à espérer, si ce n'est le plaisir de baiser de temps à autre le bout de mes doigts. Tenez, à ce que je vous dise cela, J'y tiens. cependant, c'est pas... Dites tout de suite ou Allons, tout soit. autre. Soit. Tout en vous aimant, je sais parfaitement que je n'ai rien à espérer. Oh, vous dites cette phrase-là moins bien que les 2 premières, et cependant c'est assurément la plus vraie. Bon, Maintenant, je veux bien vous dire pourquoi j'ai besoin de rester seule. Il y a 4 jours, chez Madame de Méran, il a été convenu que nous donnerions une seconde représentation de la pièce que le marquis de Sama a fait jouer au cercle. Vous savez? j'y étais. Les rôles d'hommes étaient joués par les membres du cercle, les rôles de femmes étaient joués par les actrices. Oui, mais dans la représentation qui sera donnée chez Madame de Méran, les rôles de femmes seront joués par nous. Madame de Méran a pris le rôle de Zerline, Madame de Lowerlins celui de Suzanne, restés ceux du chevalier et de la paysanne. On me les a donnés tous les 2. Tous les deux. En m'assurant que j'y serais charmante. C'était un piège. Je suis à Paris depuis 1 mois. J'y ai fait quelques tapages. Cette dame n'aurait pas été mécontente de me rendre un peu ridicule. Et je l'aurais été. Oh. Je l'aurais été certainement. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de la façon dont je joue le rôle du chevalier. C'est abominable. Et le rôle de la paysanne, donc, c'est atroce. En même temps, rendre les rôles, je ne le pouvais pas, je ne le voulais pas. Alors, j'ai eu une idée. Je savais que le rôle de la paysanne et celui du chevalier avaient été joués au cercle par Mademoiselle Lolotte. Lolotte?
Eh bien oui. Lolotte, puisque vous avez... Moi? Allez, d'où? Quand j'ai prononcé le nom de mademoiselle Lolotte, vous avez fait un mouvement. Moi? Ah, peut-être pas du tout. Je savais que mademoiselle Lolotte avait beaucoup de talent. Je l'avais vue jouer dans la pièce qui fait courir tout Paris, La Petite Naturaliste. Alors je me suis dit que si mademoiselle Lolotte me faisait répéter les 2 rôles qu'elle avait joués au cercle, elle arriverait certainement à me rendre au moins passable là-dessus. J'ai écrit à mademoiselle Lolotte. Vous avez écrit à Lolotte? Oui. Je l'ai priée de venir me faire répéter aujourd'hui à 2 heures. Et elle m'a répondu, dans une lettre fort bien tournée, ma foi. Elle m'a répondu qu'elle viendrait. Lolotte va venir ici? Oui, je lui donnerai un billet de 500 francs et elle me fera répéter. Voilà ce que je ne pouvais pas dire au baron. Jamais il n'aurait consenti. Mais moi non plus, je ne consens pas. Plaît-il? Il est impossible que vous reçoiviez. Pourquoi impossible? Mais parce que Lolotte, parce On que... m'a dit que c'était quelqu'un de très bien et quand bien même elle serait un peu... C'est ce qui m'amuse. J'ai une telle envie de la voir. Cependant, une femme telle que vous... Une honnête femme comme moi peut très bien se permettre... Oh, mais ce que vous ne savez pas encore, à quel point je suis honnête femme. Vous ne me faites la cour que depuis 15 jours. Mais quand vous m'aurez fait la cour pendant 1 an, ou 2, vous verrez bien. Oh, dites-moi que vous m'aimez. Que vous m'aimez comme moi. Oui. Vous le dites un peu moins bien que tout à l'heure. Décidément, vous tenez à recevoir cette mademoiselle... Cher, si vous saviez à quel point c'est inutile de vouloir me faire changer d'avis, mademoiselle Lolotte doit venir ici à 2 heures. Il est 2 heures moins 1 minute. Et tenez, une voiture s'arrête. C'est la sienne. Oh, mais elle est très bien cette voiture. Un cheval superbe, des domestiques en noir. C'est très bien tenu. Oh, quant à cela... Vous connaissez mademoiselle Lolotte? Moi? Non. C'est-à-dire, si je l'ai rencontrée, j'ai causé avec elle. Ah, eh bien... Vous la saluerez, vous me recommanderiez à elle pour qu'elle me fasse bien répéter, et puis vous vous en irez. Ben voilà, on a sonné. Ça me fait quelque chose tout de même. À moi donc, elle est capable de me sauter au cou. Madame la baronne. Elle a dit. Une dame. Bien... Faites-la entrer, cette dame. C'est qu'elle m'a dit d'annoncer mademoiselle Lolotte. Bien, puisqu'elle vous l'a dit, annoncez mademoiselle Lolotte. Mademoiselle Lolotte. Madame, comment c'est... Mais oui. Mais oui, je la reconnais. Je vous remercie, mademoiselle, je vous remercie beaucoup d'avoir consenti à me rendre le petit service. L'occasion qui m'était présentée, madame, de rencontrer une femme comme vous, m'était trop précieuse pour que je ne m'empressasse point de profiter. Je n'ai pas à vous présenter Monsieur de Croisy, il m'a dit qu'il vous connaissait. Ah, il vous a dit? Oui. Oui, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de le... Je vais donner des ordres pour qu'on ne nous dérange pas pendant la... A te l'estremo addio, all'agio altero, freddo sepolcro dell'angelo mio, mia protegge la valsi. Oh, maledetto, oh, vile seduttore,
rapita lei la virginal corona. Ah, che dissi, deliro, ah, mi perdona. Il lacerato spirito del mesto genitore era serbato a strazio, infamia e di dolore. Pietoso il cielo die, pietà l'incerni martiri, resa al fulgore degli angeli, prega Maria per me. Resa al fulgore degli angeli,
Le 17 juillet 1918, le jour de leur assassinat, Alexandra écrit dans son journal. Une matinée grise, après un beau soleil, Alexis a commencé la lecture d'un verset du prophète Obadiah. Même si tu t'élèves dans les airs, et même si tu bâtis ton nid parmi les étoiles, je veillerai à te faire redescendre, a dit le Seigneur. J'ai joué au bésigue avec Nicolas. Au lit à 10h30, 15 degrés. В феврале 1919 года адмирал Колчак назначил следователя для выяснения обстоятельств убийства императорской семьи. Следователь Николай Александрович Соколов собрал показания свидетелей и объяснения обвиняемых об убийстве царской семьи. Дом Попова, где помещалась наружная охрана, находится против дома Ипатьева по Вознесенскому переулку. Охрана занимала только верхний этаж. В нижнем проживали частные лица. Живший в нижнем этаже крестьянин Буйвиль показал. En février 1919, le juge d'instruction Nikolai Alexandrovitch Sokolov prit en charge l'enquête et recueillit les témoignages des témoins et des coupables des assassinats. Le paysan Bouyvide, qui vivait au rez-de-chaussée de la maison Popov, a apporté le témoignage suivant. Ночь 16 на 17 июля 1918 года я хорошо восстанавливаю свои памяти, потому что вообще в эту ночь я не спал. J'ai très bien en mémoire la nuit du 16 au 17 juillet 1918, parce que cette nuit-là, en fait, j'arrivais pas du tout à dormir. И помню, что около 12 часов ночи я вышел во двор и подошел к навесу. Меня тошнило, я там остановился. Je me rappelle que je me suis levée, c'était minuit environ, et je suis sortie dans la cour. Je me suis approchée d'un appentis, je me suis arrêtée, j'avais envie de vomir. Через некоторое время я услыхал глухие Au bout залпы. d'un moment, j'ai entendu des coups de feu assourdis, Их было около 15. une quinzaine de salves, А затем отдельные et puis des выстрелы. coups de feu isolés, Их было 3, 3, 4. 4. Но эти выстрелы были не Mais ces coups de интенсивно feu, произведены. c'était pas des coups de feu de fusil, Было это после 2 часов ночи. il devait être 2 heures du matin environ. Выстрелы были от Ипатьевского дома. Les coups de feu venaient de la maison Ipatiev. И по звуку глухие, Ils étaient assourdis, как бы произведенные в подвале. comme s'ils venaient d'une cave. После этого я быстро ушел к себе в Après ça, je комнату, suis rentrée dans ma chambre, ибо боялся, parce que j'avais peur чтобы меня не que заметили les gardiens de la сверху maison Ipatiev, охранники дома, la maison où était emprisonnée l'ancienne majesté где l'empereur, был ceux d'en haut, заключен бывший государь. me voient dans la cour. Войдя в комнату, Quand je suis rentrée, мой сосед по ней спросил mon меня: voisin de chambre m'a demandé «Слышал?» T'as entendu? Я ответил: «Слышал выстрелы». Et je lui ai répondu J'ai entendu des coups de feu. «Понял?» Et il m'a dit T'as compris? «Понял», сказал я. J'ai compris. И мы замолчали. Et nous nous sommes tus.